Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Caravane Pass, l'émission des animaux voyageurs. Ce soir, nous nous posons en Bretagne, retrouver deux roulotiers bien connus sur les ondes de la web radio Allô la planète, Mickaël et Florian de Roulopas. Tous les deux ont quitté la Gironde il y a 3 ans et demi pour une vie nomade sans date de retour. Et pour cause, les deux voyageurs qui se sont mariés l'été dernier ont tout vendu et quitté leur travail pour vivre une vie simple, faite de rencontres et de découvertes. Une vie où l'adaptabilité est essentielle pour durer, car leur itinéraire, comme leur vie de nomade, est fait d'imprévus et s'organise au jour le jour. Mickaël et Florian nous raconteront dans cette émission comment on tient aussi longtemps alors que la société pousse à se sédentariser. Peut-on vivre indéfiniment sur les routes ? En deuxième partie d'émission, on retrouvera Mathilde et sa minute pratique. Elle nous donnera des conseils pour choisir la matière de ses harnachements. Ça, c'est pour les futurs voyageurs, ou en tout cas ceux qui réfléchissent encore, cuir, pas cuir, tissu, pas tissu. On retrouve tout de suite Florian et Mickaël. Bonsoir vous deux. Bonjour Stéphane. Bonjour. Ça va ? Eh bien écoute, ça va bien. Vous êtes où là ? Alors là, nous sommes en Bretagne, limite Côte d'Armor, Finistère, Morbihan, donc centre-Bretagne, près de Rostorden, Millionec, le Faouët, pour ceux qui connaissent. D'accord. Je connais bien. Oui, c'était peut-être passé Oui. dans ce coin-là. Oui. Donc c'est le centre-Bretagne, ça commence à être un peu vallonné. Voilà, le début des montagnes du Noir. Vous quittez pas la Bretagne, ça fait un moment que vous êtes par là-bas. Alors oui, nous on est parti en 2018 de Gironde, en roulotte à cheval, avec des petites étapes, des séjours un peu plus longs par-ci par-là, dans des fermes, dans des centres équestres, dans des centres pédagogiques. Et donc notre chemin n'est pas complètement linéaire ni très régulier. Et on est arrivé dans le Morbihan l'année dernière au mois de et on a rebougé. Au mois d'août, on a fait la transhumance en juillet du Maine-et-Loire vers le Morbihan. D'accord. C'est un axe nord-sud de la première et deuxième année, de Bordeaux au Maine-et-Loire, et après un axe est-ouest en 2020. Et alors, comment ça se passe pour vous au bout de 3 ans et demi ? D'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à partir ? Le nomadisme est venu graduellement en l'espace de quelques années. On était d'abord en maison, on avait chacun un boulot, une occupation, et donc graduellement on en est venu au nomadisme, d'abord en réfléchissant à quel mode, et puis en rencontrant des roulotiers, la petite graine a été semée dans nos têtes, et en quelques années on s'est préparé, équipé, appris pour pouvoir partir en roulotte à cheval en juillet 2018. Donc, ça a été très graduel. La lenteur a fait partie des choix et le compagnonnage avec nos animaux plutôt que le choix d'un nomadisme motorisé. D'accord. Et vous étiez dans le monde du cheval tous les deux ? Alors Florian il est toujours cavalier, donc il avait un bon niveau, parce qu'il avait un galop 6, donc il pouvait commencer à donner quelques cours. Moi j'y connaissais absolument rien du tout, donc mon premier poney fait une tonne. Donc c'était assez impressionnant les premières fois que j'ai vu, et il fallait vraiment prendre sur soi pour passer le cap de la différence de taille, de l'appréhension. Mais bon, tout s'apprend. Donc c'est un peu le principe de la route aussi, c'est qu'on apprend au fur et à mesure de notre parcours, et notre parcours n'a pas commencé que le jour où on est parti. Il a commencé dès que la petite graine a commencé à germer dans notre tête. Il y a eu quasiment 4 ans de germination et de pousse de l'idée, quoi. Donc ça s'est pas fait non plus du jour au lendemain. Et la pousse de la roulotte, parce que dans mes souvenirs, vous l'avez construite cette roulotte. Alors non seulement on a construit une roulotte, mais non content de partir en roulotte, on est parti avec 2 roulottes et une calèche, 2 attelages. C'était un peu compliqué à gérer d'ailleurs. On a fini par en refaire une autre, donc une 3e calèche qui s'est retransformée au cours de la route et qui est devenue maintenant notre roulotte d'habitation. Donc en fait c'est notre 3e roulotte dans laquelle on est actuellement en 3 ans et demi, notre 2e calèche aussi, parce qu'on a encore une calèche, sauf que maintenant on est en petit train. On a des chevaux qui sont devant le convoi roulotte, calèche et une carriole à main, de carriole de mobilette.
C'est un petit train. D'accord. Et vos deux chevaux, alors vous nous en parlez un petit peu? Alors, on est parti au départ avec Zorba, un percheron, qui avait 9 ans à l'époque, et Abeille, une compoise, pour ceux qui connaissent, donc voilà. Abeille sur la route est parti pouliner, et donc on est maintenant avec deux chevaux percherons, qui sont en paire, donc en tête de tout le convoi côte à côte, en paire. Donc Victor est arrivé il y a 2 ans maintenant. Et donc Zorba et Victor ont 14 et 13 ans, une tonne chacun, et donc tractent l'intégralité du convoi, roulotte, calèche, carriole. La particularité avec la Bretagne et particulièrement le Morbihan où on est là et le centre Morbihan, c'est que là on a allégé un peu le convoi, il commence à y avoir des fortes pentes, même si le convoi est plus léger dans son intégralité que le poids des chevaux. Et tout se passe bien. Donc, oui. Donc ça fait partie de l'adaptabilité aussi sur le chemin. Hein. Nous, on a changé énormément de choses depuis le premier jour. Par exemple, les chevaux étaient simples, c'est-à-dire il y avait 2 meneurs, donc il fallait que chacun mène un attelage plus quelqu'un qui nous accompagnait sur la route. Donc là, c'est un fonctionnement qu'on a arrêté, c'est trop compliqué. Il y avait aussi, par exemple, le fait que les chevaux étaient ferrés sur la première année. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris à gérer différemment pour pouvoir déferrer les chevaux et fonctionner sans fer. Ça fait partie aussi des apprentissages et des doutes qu'on laisse derrière nous. Donc les chevaux sont pieds nus maintenant, ou en hyposondale. Et puis on a appris aussi à retrier, s'alléger. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on apprend sur la route, c'est à se contenter, même si on a toujours l'impression qu'on a beaucoup de choses, et on a encore beaucoup de choses. On a pas mal d'activités, on va y revenir après. Mais la route fait qu'on s'allège. On laisse les boulets qu'on avait au pied avant derrière nous. Mais on allège nos bagages aussi. Et puis il y a eu le Covid qui vous a aussi stoppé. Ça aussi, ça demandait de s'adapter. Alors, on a choisi d'arrêter le convoi à ce moment-là, même si, alors là, on parle la première période, hein, donc février-mars 2020, où on repartait tout juste du Nord Maine-et-Loire pour commencer à se diriger vers l'ouest et vers le Morbihan. Quelque part, on a eu l'opportunité de pouvoir rester sur un domaine de 350 hectares dans un château, ce qui était quand même pas un confinement trop pénible, ça va. J'imagine. Donc on a choisi de s'arrêter, même si potentiellement on aurait pu continuer. La situation était suffisamment floue pour que l'incertitude aussi nous mette trop de doutes dans la tête, et puis continuer pour continuer, c'était pas forcément une solution très agréable avec tout ce qui se passait, surtout au premier confinement. Mais même pour le deuxième confinement, on a choisi aussi de rester à l'endroit où on était, où là pour le coup on était déjà dans le Morbihan, donc fin 2020, et on a passé le deuxième et une partie du troisième confinement dans une ferme pédagogique à Estambert à Lauzac. C'est Nathalie qui nous a accueillis pendant quasiment 7 mois. Et on a pu du coup découvrir plein de choses sur place. Ça fait partie des découvertes sur la route, même dans les arrêts. Hein. On peut partager aussi pas mal de choses, et découvrir et apprendre. Voilà. Est-ce que vous rencontrez également des roulotiers, des gens qui soit étaient sur la route à un moment donné, soit sont sur la route aujourd'hui? Alors pour rencontrer une autre roulotte sur la route, il faut quasiment se donner rendez-vous, parce que moi je pourrais passer dans 2 chemins côte à côte sans le savoir. Donc c'est arrivé qu'on se donne rendez-vous, notamment avec des amis qui eux faisaient Finistère, et là ils sont quasiment aux portes de l'Italie maintenant en 2 ans. Donc qui faisaient Finistère, Italie, et nous on faisait le chemin quasiment inverse. Donc on se donnait rendez-vous au nord du Maine-et-Loire en décembre 2019. On se connaissait déjà aussi. Et après, on a une communauté sur Internet, et notamment les réseaux sociaux, sur la page de Roulopa, qui fait que on est très ouvert aux échanges, aux questionnements, aux échanges d'expériences, et on est souvent sollicité pour nous rencontrer ou échanger, donner notre avis, voilà, discuter autour de cette thématique de nomadisme à cheval et particulièrement en attelage. Et donc, on reçoit pas mal de personnes qui se questionnent, qui veulent nous voir et qui viennent directement
nous rencontrer lors de nos itinérances. Des personnes qui aimeraient faire comme vous, partir sur des routes en roulotte. En tout cas, qui peuvent être au moins en questionnement sur le sujet. Le conseil qu'on leur donne, nous, quand ils sont en questionnement, c'est de venir rencontrer des roulotiers pour qu'ils se rendent compte de la réalité du quotidien, notamment, et particulièrement de la gestion des chevaux et de l'attelage sur la route. On a une idée un peu bohème de la chose, mais ça demande un savoir-faire, un savoir-être avec les animaux et pas mal de technicité, de matériel, de frais aussi. C'est pas la pratique la moins chère. L'attelage, il y a les équipements qui sont très chers. Donc c'est bien quand même d'en être conscient, même si on peut prendre le temps de faire les choses et de financer tout ça et de faire jouer peut-être le partage, la récupération, etc. Mais c'est bien de rencontrer directement les gens sur le terrain, et les réseaux sociaux pour ça ont leurs limites dans l'échange et la compréhension des choses. Alors, vos chevaux, parce qu'on parle de l'humain qui décide de partir sur la route, est-ce que pour vos chevaux, c'est quelque chose, j'allais dire, au XXIe siècle, qui est facile pour eux de se retrouver au bord des routes? Je pense au danger des automobiles, mais également de trouver pour eux des endroits pour vous poser. Est-ce que ça aussi, c'est l'adaptabilité? Racontez-nous. En soi, avant de partir, on avait rencontré quelques roulotiers pour se faire une idée. On apprend de toute façon 90% de ce qu'on apprend sur la route et avec l'expérience, c'est sûr, mais on savait pas trop comment allaient se passer les itinérances, si ça allait être facile de trouver un endroit. Tout ça, c'était vraiment des questionnements. Par contre, les gens qui le faisaient me disaient que c'était possible. Donc, en soi, si c'est possible pour eux, il n'y a pas de raison que ce soit pas possible pour nous. La particularité qu'on a aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup plus de circulation qu'il y a peut-être 50 ou 60 ans. Donc, on aménage, c'est tout le côté adaptabilité. Alors, pour trouver de l'eau et de l'herbe, ça pose à peu près aucun problème. Peut-être à part dans les Landes où il y a que du sable et des pinèdes, ou en tout cas en France. Je m'avance pas sur d'autres pays puisqu'on n'y est pas allé, mais a priori, on peut aussi trouver ailleurs. Après, pour trouver des espaces sur lesquels il est relativement facile de se poser quelques jours, en tout cas. Il y a pas mal de communs en France, donc de territoires qui appartiennent aux communes et donc à tout le monde, et sur lesquels on est en droit de pouvoir se poser pour faire paître nos animaux. On s'est inscrit dans la loi française et il n'y a pas trop de problèmes sur ça. On peut juste passer un coup de fil en mairie et en général ça se passe bien. Après, il y a la gestion de la circulation, du parcours, de la topométrie. Demande à y réfléchir un peu 2 minutes et puis à prendre de bonnes habitudes. Et c'est plus ça. C'est plus se dire, ça sert à rien que je parte à 8h du matin parce que je vais être dans le trafic du matin. Ça sert à rien que j'arrive à 16 ou 17h parce que c'est pareil, je serai dans le trafic du soir. Donc, choisir ses horaires et peut-être pas prendre les itinéraires pour la fin d'une carrière, d'une laiterie, ou pendant les vendanges, ou pendant, voilà. Ça va être embêtant d'être sur la route avec tout le monde. C'est une question de bon sens plutôt. C'est quand même sans arrêt s'adapter sur ce chemin. Au départ, ça demande un peu de réflexion, puis après, ça devient une habitude. Au départ, on essaye plein de choses, et puis on voit bien que non, là, c'était pas une bonne idée de faire ça. C'était pas une bonne idée de passer par ce type de chemin parce que les routes sont trop peu larges, donc on peut pas nous doubler, donc on embête tout le monde. Donc c'est quand même mieux quand on prend une route un petit peu plus large, où pour le coup les gens attendent pas trop longtemps pour nous doubler, où c'est moins dangereux pour se croiser, ou si on croise une moissonneuse batteuse, on va pas devoir négocier pendant un quart d'heure pour qu'elle manœuvre parce que nous on peut pas. Donc c'est des apprentissages, et après les choses sont plutôt intuitives au bout d'un moment, et on n'a pas c'est plus une difficulté, quoi. C'est juste quelque chose qu'on apprend et qu'on acquiert et qui devient naturel dans notre gestion. Et alors aujourd'hui, après 3 ans et demi sur les routes, vous vous considérez comme quoi? Voyageur, nomade, itinérant, vagabond, que sais-je encore? Alors, Florian me souffle nomade parce qu'effectivement, de toute façon, c'est un peu, on va dire, à la fois une forme de statut et de reconnaissance des gens. Parce que quand les gens nous voient, ils comprennent assez vite qu'on n'est pas juste en voyage. On a toute notre maison avec nous. On a nos chiens, notre chat,
tout est là, quoi. Tout est dans les 7 mètres carrés de la roulotte. Il n'y a pas de maison qui nous attend quelque part. Il doit y avoir un carton de papier chez mes parents et un autre carton chez la maman de Florian, mais c'est tout, quoi. Donc le statut, on n'a pas vraiment besoin de le défendre. Une fois que les gens ont compris que ça fait 3 ans et demi qu'on était sur la route et qu'on a en soi ni objectif de temps ni objectif de destination, c'est effectivement le nomadisme. Après, j'aime bien une expression pas trop en français, mais qu'on utilise en anglais. Et en anglais, on dit to coddywompo. Et coddywompo, c'est errer sans but précis. Donc c'est aller de droite et de gauche sans but précis. Donc c'est un peu ça, parce que on sait jamais vraiment trop où on va. Il peut y avoir une indication d'une semaine à l'autre, mais c'est à peu près tout. Et quand les gens nous demandent où on va, on avait pris l'habitude de répondre au bout du monde, ce qui était un peu une direction qu'on avait pris avant le déconfinement. Et puis au final, on est allé jusqu'au bout du monde, et aussi le nom de la presqu'île de Crozon. Donc c'était un petit détail et une anecdote géographique. On s'est arrêté un peu avant. Mais je trouve que l'idée de dire qu'on va au bout du monde, ça veut dire qu'on va nulle part et partout à la fois, et puis on ira et on n'y arrivera jamais, parce qu'on peut pas aller au bout du monde. Ouais. Et du coup, donc pas de bout du monde, en tout cas. Dans l'immédiat. Ben là, on a eu la particularité d'avoir tout le monde a eu une année chamboulée en 2020, ça c'est sûr. À la fois dans notre fonctionnement, dans nos déplacements, dans nos possibilités de déplacement et d'activité sur la route, pour répéter un petit peu. Et puis, on a aussi eu la mauvaise surprise d'avoir une boîtier sur un de nos shows en mai l'année dernière, en mai cette année. Ça passe un peu trop vite. En mai cette année, et du coup, on a dû faire transporter le convoi sur un lieu où on pouvait mettre tout le monde en convalescence pendant 6 mois. Ça nous a permis aussi de nous poser un peu, de poser nos valises, et donc on a été accueillis dans le secteur où on est là, à Priziac, le village du Bel Air, pour pas le nommer, chez les amis qu'on remercie grandement de nous avoir autorisé l'échouage. C'est pas comme si on avait été un voilier en perdition, parce qu'avec un cheval en moins, on peut rien faire. Donc ça nous a permis de rebondir et de se ressourcer aussi, et puis de repartir. Ces semaines-ci, on vient juste de repartir un petit peu avant l'hivernage. Donc il y a eu du mois de mai jusqu'à on est parti quasiment mi-octobre où on a dû s'arrêter complètement pour soigner notre cheval et faire un peu. Et donc là, vous êtes arrêté depuis octobre, c'est ça? Alors là, on est reparti autour de la commune de Priziac pour reprendre nos activités associatives. Donc ça fait partie de la longévité du projet, c'est-à-dire que quand on a monté notre projet, on l'a pas imaginé juste comme un voyage, on l'a imaginé quand même comme un projet de vie complet. Donc on a monté une association qui s'appelle Roulopa, qui comporte plus de 500 adhérents, quelque chose comme 3000 personnes qui nous suivent sur Facebook notamment, et qui permet d'encadrer toutes les activités que l'association met en place. Bon, l'association, c'est moi et Florian sur le terrain, mais on est suivi là-dessus. Et donc dans nos itinérances, on organise et on accueille des groupes scolaires, de petite enfance, que ce soit maternelle, primaire, collège, lycée, là où on se trouve en fait. Et on prend le prétexte du nomadisme et de l'attraction animale pour un peu éveiller les consciences sur les thématiques. C'est une des activités principales de l'association qui fait que l'expédition peut perdurer et pourvoir aux frais de fonctionnement, notamment de l'expédition. Parce qu'au début, pour rappeler, vous louiez une de vos roulottes à des gens qui voulaient passer une ou plusieurs nuits ou voyager avec vous, c'est ça, hein? On la faisait. Alors la première année, on avait 2 roulottes, donc on en avait toujours une qui était disponible, une toute petite roulotte qui faisait 2,50 m par même pas 2 mètres, donc vraiment un chariot. On imagine un chariot western, très léger, qui pouvait être traité par un seul cheval. C'était absolument ingérable parce qu'il fallait qu'on trouve un circuit à chaque fois que les gens venaient, et c'est arrivé très peu de fois au final, je crois 2 fois. On n'a que 2 familles qui sont venues. Fallait trouver un campement différent à chaque fois, s'assurer d'avoir de l'eau potable. On pouvait pas les mettre complètement dans la même forme de nomadisme que nous. Par contre, on continue quand même à le faire, mais sous un format sédentaire. C'est-à-dire que notre seule et unique roulotte qui nous reste, tous les étés, on la vide complètement. On l'aménage pour 2 adultes et 3 enfants, et on la loue en gîte insolite.
On propose aussi des balades en attelage et des animations autour de la roulotte, pour le coup en fixe. Mais on fait toujours ces animations-là pendant l'été. Donc ça, c'est une autre forme de participation aux frais de fonctionnement de l'association. Et ça vous permet de tenir, de vivre sur les routes. Alors ça permet de tenir l'association. Okay. C'est-à-dire de payer les frais vétérinaires, le téléphone, Internet, partie de la mutuelle de santé, et quelques réparations, mais ça paye pas l'intégralité des frais qu'on a, bien sûr. On fonctionne énormément sur le format du partage et de l'échange. Parce que quand, par exemple, on est arrêté plusieurs mois dans une ferme, eh bien, on aide les gens qui sont à la ferme, et puis en pour, on a des légumes, on avait, en gros, on n'a pas besoin de payer grand-chose pendant ce temps-là. Donc, ça nous permet d'économiser un petit peu pendant ce temps-là et de pouvoir repartir en mode complètement nomade après sur nos fonds personnels. Après, on a encore quelques aides. Donc voilà, mais on n'est pas sur un fonctionnement complètement autonome un jour d'aujourd'hui. D'accord. On a eu ce thème-là sur la radio plusieurs fois, notamment comment on vit en chemin, comment on pense à sa retraite plus tard. Est-ce que ça, c'est des choses auxquelles vous pensez? Alors, pour y répondre, je pense que je vais laisser mon père y répondre, en fait. D'accord. Je vais te dire pourquoi, c'est que quand on a dû, il est pas là, hein, je vais répondre à sa place. Quand on a expliqué, quand nous on a été convaincus de la justesse de notre projet, forcément on l'a expliqué à nos familles. Et quand je l'ai expliqué à mon père qui a toujours été dans la fonction publique, et qui a fini les 2-3 dernières années en dépression, il m'a dit t'as bien raison de faire ce que tu as envie de faire maintenant, parce qu'autrement tu vas finir comme moi en dépression avant ta retraite et tu en profiteras pas, et si ça se trouve tu seras pas là à 63 ans parce que tu auras une crise cardiaque ou que c'est. Donc je me suis dit qu'après tout autant faire vivre l'instant présent, développer ce que j'ai envie de développer et apprendre ce que j'ai envie d'apprendre maintenant. Pour autant je pense que j'ai quand même bien donné de moi-même pendant mes années de trépanum, de travail, pardon. Et donc c'est une autre forme de vie. Je pense que Florent partagera mon avis, mais on n'envisage pas notre mission sur Terre comme une mission on n'a pas un but ou un objectif à remplir ou un emploi du temps de travail et pour pouvoir petit à petite année pour prendre un an de vacances. C'est pas comme ça qu'on voilà, c'est une question de philosophie aussi. Ah ouais, après, je crache pas dans la soupe. Hein. On a quand même, on a eu le droit au chômage un certain temps, on a eu quelques aides, mais pour autant, on a beaucoup donné avant aussi pour y avoir droit. Je comprends tout à fait, mais c'est vrai que quand j'étais en voyage, c'est une question qui me revenait très très souvent. Et en fait, quand on est en voyage, comme tu le disais, on vit de troc, d'échanges, d'entraide, et ça marche. Oui, et c'est vrai que la question du futur est souvent posée parce que quand on est dans un mode de vie sédentaire, et nous c'était le cas aussi, hein. Enfin, nous on avait 8 agendas, on planifiait énormément de choses. Si on voulait nous voir, fallait nous demander 3 mois à l'avance. Hein. On était engagés dans plusieurs associations, on avait créé nous-mêmes plusieurs. Donc c'était, on était toujours dans la tête dans le guidon. Par choix, ça nous plaisait, autrement on l'aurait pas fait. Mais toujours est-il qu'on avait toujours une vision sur le futur. Là, on est plus sur une vision sur le présent. Et quand on voit que l'âge de départ à la retraite, moi je suis 1976, ce sera à 62 ans, et que l'espérance de vie moyenne pour un homme en ce moment c'est 75, si je fais tout ça pour 13 ans de retraite, ma foi, autant que je profite de la vie maintenant, et je le fais pas, j'ai pas l'impression de le faire sur le dos de qui que ce soit. Je donne de moi-même, et on nous a souvent dit, maintenant avec le recul, ça fait quelques années, il y a pas mal de gens qui nous suivent sur les réseaux depuis des années maintenant parce qu'on est passé dans leur village il y a 3 ans, et ils nous disent, vous savez, on parle encore de vous. Rien que le fait d'être passé une soirée dans notre village, ça nous a donné une petite étincelle dans les yeux, un regard, un sourire, ça nous a changé les idées pendant un moment, et du coup on en parle régulièrement, et c'est des souvenirs qui reviennent, et ça fait plaisir. Voilà, c'était ça, ma contribution à la société, c'est ça. Et vous montrez aussi qu'une autre voie est possible, et pas celle qu'on nous martèle depuis qu'on est tout petit. Tu travailleras pour pointer au chômage et payer ta retraite.
Ouais, ça c'est très long à acquérir. Hein. J'ai eu du mal à me sortir de cette pensée-là, mais et je pensais pas être pour autant formaté comme ça, mais oui, on l'a ancré en nous. Hein, c'est assez bizarre. Et, voilà, d'avoir une mission, un but, un objectif, de valoriser la compétition. Ouais, donc déjà se contenter, donc être heureux de ce qu'on peut vivre en vase clos parce qu'il y a des échanges, mais il y a une forme de sobriété et pas forcément toujours plus. Ça, par contre, c'est sûr que ça fait longtemps qu'on en est convaincu, mais sortir pas complètement sortir du milieu du travail parce que on est quand même actif, même si c'est pas quelque chose de salarié. Sans pour autant parler de production, voilà, on sème des graines. Voilà, on a une amie qui nous a dit qu'on semait des graines de bonheur, tant mieux si on... Eh ben, on est content de les voir pousser. On fait une petite pause musicale. On va écouter Sages comme des sauvages, Laï Lako Mo. À tout de suite sur Radio La Planète. Merci. à la fin à peu près. Tout s'arrange, pas comme je le croyais. Tout s'arrange, à la fin à peu près. Tout s'arrange, pas comme je l'espérais. I
Et rebonsoir, vous êtes toujours sur la web radio Voyage Allô la planète. On est avec Mickaël et Florian de Roulopa ce soir qui nous parlent de leur long voyage, leur itinérance, leur nomadisme sur les routes et chemins de France depuis 3 ans et demi. C'est ça, 3 ans et demi. C'est ça. Ça file très vite. Ouais, ça passe vite, hein. Ça passe très très vite. On a beau aller à 5 km/h, le temps, lui, ralentit pas. Et alors, vos journées, vous les occupez avec moultes activités, notamment... Oui, enfin, déjà, il y a le quotidien. Oui. Le quotidien prend pas mal de temps. Que ce soit par exemple en ce moment, il y a la gestion du bois pour se chauffer, de l'eau pour les chevaux, des pâtures, parce qu'il faut changer de pâture régulièrement pour que les chevaux aient à manger, et puis après se doucher prend du temps, laver le linge prend du temps, voilà, tout prend du temps en fait quand on est dans un mode de vie plutôt sobre et où au final on a peut-être un petit peu moins de réseau aussi, enfin de réseau de gens locaux qu'on connaît et sur lesquels on peut s'appuyer. La moindre réparation va tout de suite prendre beaucoup de temps, par exemple. Et puis après, on a des activités dans l'association. Alors, développe-nous un petit peu ces activités. Alors, on a tout au long de nos itinérances, donc à chaque fois qu'on est en itinérance avec la roulotte, on propose de faire découvrir notre mode de vie et de prendre ce prétexte pour ouvrir les horizons des gens qui viennent nous voir. Donc en général, c'est plutôt des scolaires. Assez souvent école maternelle et élémentaire parce que c'est facile à trouver sur la route. Collège et lycée, c'est quand même beaucoup plus rare. Et parce qu'on passe moins dans les villes, tout bêtement. Et donc du coup, on leur propose de venir par groupe, découvrir notre mode de vie et essayer d'ouvrir les horizons des enfants et à travers les enfants des parents sur d'autres façons d'envisager leur fonctionnement, peut-être leur empreinte sur la planète, peut-être juste leur non-objectif dans la vie. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on essaye de développer. Donc ça prend la forme d'un accueil qu'on a appelé l'école porteur, donc un jeu de mots avec l'école et l'école porteur qui amenait les nouvelles d'un village à l'autre. D'accord. Jusqu'à ce que en fait la radio et la télévision finalement. Et donc là on est en train de faire ça. On est dans une petite bourgade dans le centre de Bretagne et puis on va faire un petit circuit avant l'hivernage. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire en dehors de l'été et en dehors de l'hiver, donc tout le printemps jusqu'au mois de juin, en sortant de l'été et jusqu'au début de l'hiver, mi-décembre. Ah oui, d'accord. Et ça pour des questions de facilité, de météorologie, parce qu'on reçoit les groupes dehors et pour qu'ils voient la roulotte et les chevaux quand même. Et puis aussi parce que au bout d'un moment, les chevaux, on les bascule en hivernage au foin, qui sera plus nutritif que l'herbe qu'on trouverait dans la nature à cette époque-là. D'accord. Et alors, vous avez fait votre petit circuit et à chaque fois, vous avez un endroit pour vous poser, pour vos chevaux? Alors là, pour le coup, quand on fonctionne, qu'on fait un petit circuit, qu'on fonctionne avec les écoles, on essaye de programmer entre guillemets, parce que c'est quand même à pas très long terme. Ouais. C'est d'une semaine à l'autre, on va dire, parfois à 2 semaines. Mais c'est déjà très loin pour nous, 2 semaines, parce qu'il y a tous les aléas de la route ou de la météo qui peuvent bouleverser notre itinérance ou notre rythme. Et donc, on essaie de programmer à la fois avec les mairies et les écoles. Les mairies pour le lieu et les écoles pour savoir s'ils sont intéressés, sous quel format, combien il y a d'enfants, quand est-ce qu'ils souhaiteraient le faire, etc. Donc on a la gestion de trouver le lieu. Et ça, en général, les mairies nous aident, même si nous, on a une idée quand même assez claire, ne serait-ce que par repérage par photosatellite et genre les Street View, par exemple, nous permettent de repérer un petit peu s'il y a des communs ou des lieux publics. Et après, les écoles pour s'organiser. Oui, c'est pratique des fois. C'est pratique, ouais. Carrément. Et alors, comment c'est perçu par les mairies, les enseignants ça doit leur changer de voir débarquer un cirque pour une soirée
Alors c'est marrant que tu dises ça parce que souvent ils nous mettent sur les emplacements des cirques mais qui ne correspondent absolument pas à ce qu'il faut pour des chevaux. Ouais, Mais c'est assez drôle. Mais non, en fait c'est déjà déboussolant parce qu'on prévient quasiment d'une semaine à l'autre. On peut pas vraiment faire autrement. On peut pas faire une tournée avec des dates. Enfin c'est quelque chose qui est absolument impossible à gérer et où on est sûr qu'on va se planter. Parce qu'on n'arrivera pas à la bonne date, parce qu'il y aura eu un pépin sur la route, parce que du coup on se met le stress avec les dates. Donc en fait c'est à la fois pas quelque chose qu'on a choisi et pas quelque chose qui est facilement gérable avec des chevaux. Donc on est plus quand on me souffle, on est plus à vivre avec les saisons qu'avec un agenda quoi. Ouais, c'est évident. Donc il y a le côté déboussolant de l'organisation un peu à la dernière minute et en même temps on est là, vous venez tant mieux, vous venez pas, bah tant pis. Vous voulez que je vous dise, c'est pas grave, on a quand même de la visite. Une fois qu'on est là, on a quand même les gens qui viennent nous voir. Ouais. Donc c'est le principal. C'est le principal, ouais. Puis je suppose que vous passez pas inaperçu. C'est compliqué de passer c'est compliqué de se cacher avec une roulotte et deux percherons d'une tonne. Ça nous arrive quelquefois d'être un tout petit peu à l'écart, mais tout le monde le sait dès qu'on arrive. Ils nous ont déjà croisés sur la route. Nous, on va chercher notre temps à la boulangerie, du coup, on explique qui on est. On va chercher le journal. Enfin, je sais pas. Donc, oui, tout de suite, tout le monde est au courant en l'espace de quelques heures, quoi. Mais c'est bien. Enfin, je veux dire, si on avait voulu être vraiment tout seul, oui, il fallait choisir autre chose que la roulotte et des chevaux. En 3 ans, on a dû passer 10 jours tout seul en 3 ans, quoi. Ah oui. Et ça va, ça vous manque pas cette solitude, ce côté rester un peu entre vous quelques jours sans avoir constamment quelqu'un à qui il faut raconter son histoire, son voyage, ses rencontres, ses paysages et ce pourquoi on fait ça? Disons que quand je dis qu'on a été 10 jours tout seul, c'est qu'on n'a pas forcément été accaparé toute la journée par des gens tout le temps. Mais des fois, il y a juste une visite dans la journée où les gens qui regardent par curiosité l'enchant, puis on leur dit bonjour. Des fois, ils osent pas franchement engager la conversation trop longtemps. Et voilà. Mais après, on s'aménage des temps de pause. Là, quand on a été recueillis par l'éco-village du Bel Air à Priziac, ça nous a permis de souffler aussi, même si on était dans un lieu de vie en éco-village, donc avec d'autres personnes et qu'on fonctionnait avec eux. On avait quand même notre prairie où on avait la roulotte et les chevaux et on pouvait rester quand même un peu tout seul, même si ça nous faisait très plaisir lors de leur journée porte ouverte de faire visiter la roulotte et du coup d'organiser des moments de visite. D'accord. Voilà. Après, c'est aussi quelque chose qu'on a dans notre... on a toujours fonctionné comme ça, d'accueillir du monde. Avant, on accueillait des voyageurs chez nous. On a accueilli plus de 200 personnes via Couchsurfing, Be Welcome, Workaway, Help Exchange, tous les réseaux d'accueil, Warm Showers et j'en passe. Donc c'est plutôt agréable. C'est pas pénible du tout, quoi. Ouais, d'accord. On va vous retrouver, Mathilde. On va faire une petite pause avec 5 minutes pratiques et puis on se retrouve juste après. À tout à l'heure. Et bonsoir Mathilde. Bonsoir. Alors, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. De quoi tu nous parles ce soir? Alors, ce soir, je vais parler des matières, du choix de matières pour le harnachement. D'accord. Donc, principalement l'école, bride, avaloir, ce qu'on appelle communément les cuirs. D'accord. Qui ne sont pas forcément en cuir. En cuir, tout à fait. Parce qu'il y a plusieurs choix. Alors, en général, on trouve le nylon, pour les licoles, par exemple. Enfin, surtout. C'est vrai qu'en avantage, c'est pas cher, c'est solide, ça se lave facilement, ça résiste relativement à la pression, à la traction. Je parle de traction parce qu'il y a aussi des harnais d'attelage en nylon. Alors, l'inconvénient, c'est que comme c'est pas cher, en général, les boucleries sont de mauvaise qualité, elles rouillent, elles cassent facilement au bout d'un moment. Et avec le nylon, le problème, c'est sur le long terme. Le plus gros problème, ce sont les frottements.
Les frottements répétés qui provoquent des échauffements, des blessures. Enfin, je vois ma mule, par exemple, son licol en nylon, plus d'une journée, elle a la peau arrachée, quoi. Donc, pour moi, le nylon, c'est bien pour à la maison comme ça, ou pour le licol de rechange de fond de sacoche. Ensuite, il y a évidemment le cuir, la matière que tout le monde connaît et que beaucoup utilisent. Alors le cuir, ce qui est bien, c'est qu'il y a tous les prix, il y a tous les styles, on en trouve un peu partout, toutes les qualités par contre, attention. En général, avec le cuir de qualité, il y a très très peu de blessures. Évidemment, pas avec le cuir raide tout neuf, il faut le faire un peu avant, certains. Normalement, quand il est de qualité, il n'y a pas besoin de le faire. L'inconvénient en voyage, mais il me semble que Rouloupa utilise des harnais en cuir, donc ils pourront en parler. L'entretien en voyage, c'est vrai que le cuir, ça s'abîme. Au bout d'un moment, ça s'abîme avec le soleil, avec la pluie, l'humidité, la transpiration des animaux. Donc, il faut quand même veiller à bien l'entretenir, sinon il se fragilise et il casse. Ensuite, une chose qui est pas mal que personnellement j'ai découverte en prenant des cours d'attelage chez une personne qui n'utilise que ça, c'est le biotane. Alors on peut trouver des brides, des harnais, on peut trouver de tout en biotane. C'est pas mal à travailler soi-même aussi. Pour le biotane de bonne qualité évidemment. C'est une matière très très solide. Elle se lave très facilement. L'entretien est super facile, super rapide. Et puis ça a l'apparence du cuir. Bon, malheureusement, ça n'a pas la bonne odeur du cuir. L'inconvénient, si on en veut du bon, de bonne qualité, c'est le prix, quoi. Forcément. Et en dernier, ce que je n'ai pas testé personnellement, c'est surtout pour les brides en général, et puis des étrivières, des colliers de chasse, des bricoles. C'est la matière PVC qu'ont les gens qui font de l'endurance avec leurs chevaux. Alors ça c'est top, c'est lavable, y a plein de couleurs, ça peut être flashy comme vous voulez. En général, les voyageurs ils sont pas trop remarqués avec les couleurs, mais bon, on sait jamais. Par contre, y a pas beaucoup de choix de matériel avec cette matière-là pour l'instant. On trouvera pas un bas avec les cuirs, les cuirs en PVC comme ça. Et d'après des témoignages que j'ai pu lire à droite à gauche, ça manque quand même un peu de solidité si l'animal est un peu vif. C'est une petite mention spéciale pour ma mule aussi. Donc à mon avis, pour faire un harnais d'attelage aussi, ça risque d'être compliqué. Enfin, en tout cas, rien vous empêche d'essayer plusieurs matières. Rien vous empêche de combiner plusieurs matières. Vous n'êtes pas obligé de faire tout cuir ou tout biotane ou tout nylon. Enfin bon, là, vaut mieux éviter. La meilleure matière, c'est celle qui convient à votre animal. Donc voilà. Tout à fait. Et donc, pour continuer sur les matières, la semaine prochaine, les matières et les types, la semaine prochaine, on parlera des sacoches. Alors, principalement des sacoches de bas, donc des sacoches et des caisses. Les matières, D'accord. Les formes, etc. Ok. Ça crée des débats, ça, sur les réseaux des voyageurs, notamment en mule. Ouais. Ouais. Eh ben, écoute, j'ai hâte. Oui, ça va être compliqué, mais ça se fait. Ok. Bon, merci Mathilde. De rien. Bonne soirée, bonne semaine et... Merci. Et bonne soirée à toi prochain. aussi. À mercredi prochain. Au revoir. Alors, Florian et Mickaël, vous, c'est plutôt cuir? Alors, c'est drôle de le dire comme ça. Excuse-moi. On rentre un peu dans l'intimité. Excuse-moi. Alors, on a commencé cuir parce que c'est le plus courant à trouver et on pouvait commencer avec de l'occasion en fait. Donc la première année et demie, enfin quasiment, effectivement, on avait des équipements cuir. Après, on a dû en changer parce qu'on est passé de l'attelage en simple à l'attelage en paire, donc c'est pas exactement les mêmes équipements. On a repris des harnais cuir de meilleure qualité et quasiment neufs. Ils avaient déjà été utilisés, mais très peu, pour nos chevaux qui étaient maintenant en paire. Et au final, sur la route, on a réinvesti dans des harnais beaucoup plus légers et beaucoup plus sobres en biotane. Alors, il y a biotane, il y a plusieurs marques, il y a Zico, il y en a plein, mais c'est à peu près les mêmes. Et effectivement, je peux confirmer ce que disait Mathilde, c'est tellement plus simple à entretenir sur la route
quand on n'a pas de lieu de stockage pour mettre à l'abri de l'eau, quand on a juste une bâche, que c'est toujours un peu humide en hiver, qu'on a du mal à faire sécher les cuirs, ou alors que ça prend trop le soleil, que ça prend trop chaud. Et là, le biotane pour ça, ça n'a rien à voir. En plus, les sections sont beaucoup plus fines pour la même résistance. Donc on gagne en poids. Après, on a fait le choix de changer un peu le format de notre équipement aussi. Donc, par exemple, on n'a plus de sellette. On n'a même pas de mantelet. Enfin, c'est la partie qui prend on va dire le torse du cheval, qui en général entoure le torse du cheval au niveau de la poitrine. Et donc, on n'en a plus du tout. Donc ça allège aussi à la fois l'arnachement en poids et la mise en place de l'arnachement dans le garnissage. C'est une étape en moins. Ça fait quelque chose en moins qui peut casser, quelque chose en moins qui va bouger sur le cheval, enfin, etc., etc. Donc on est passé complètement en équipement biotane, sauf pour les colliers, qui sont maintenant des colliers américains en cuir, et on n'a pas investi dans des colliers synthétiques parce qu'on n'a pas de budget, mais le jour où on fera aussi du synthétique. D'accord. Voilà, ça pourrait être un choix vegan, ça n'en est pas un, hein, on est juste végétarien, mais et malheureusement c'est du pétrole, hein, mais en soi pour la durabilité et la facilité d'entretien sur la route surtout, ça n'a absolument rien à voir. C'est tellement plus simple à entretenir. Et alors j'ai pas compris, c'est plus lourd ou moins lourd que le cuir, parce que le cuir ça pèse son poids. Ouais. C'est beaucoup moins lourd parce qu'en fait pour le même effort on a besoin de moins de sections. D'après ce que j'ai compris, les complexes, alors je crois que biotane c'est le cas, je sais pas si les autres c'est le cas aussi, parce qu'il y a plusieurs marques. Il y a une lame, doit être en nylon je pense, et un revêtement extérieur qui est assez doux, assez souple, qui ressemble beaucoup à la texture du cuir. Alors il y en a qui n'aiment pas, par exemple pour les guides ou les rennes pour ceux qui montent à cheval, il y en a qui n'aiment pas cette texture-là, donc il y a des grippes un peu différentes. Mais voilà, comme disait Mathilde, on peut choisir certaines pièces en cuir, certaines pièces en biotane, pourquoi pas en nylon. Nos licoles par exemple sont en cuir, ce qu'on préfère pour les choses, que ça nous arrive de leur laisser toute la nuit dans des endroits où on n'est pas tout à fait sûr de comment ils vont se comporter. On leur laisse le licol la nuit, on leur enlève le lendemain, donc on préfère qu'ils soient en cuir. Voilà, c'est des choix et il y a un peu un patchwork, mais en tout cas sur la route pour l'entretien, la matière de type biotane est quand même nous a complètement changé notre fonctionnement, beaucoup plus léger, les chevaux apprécient les mêmes fonctions et on a gagné en temps de garnissage aussi. On est plus serein quoi avec ça. En tout cas, même là, vous êtes adapté avec ce qui se fait. Bah oui, encore une fois. On apprend. Hein. Je crois qu'en partant, on savait même pas qu'il y avait des matières synthétiques. Notre cellier bourrelier qui nous suivait nous en a pas parlé, donc voilà. On apprend sur la route, quoi. Et puis en plus, c'est une connaissance d'une autre roulotière qui a fabriqué le harnais, donc ça nous fait plaisir de lui racheter son travail. Enfin voilà. Donc merci Juliette. Donc c'est bien, la boucle est bouclée comme ça. Alors notre émission est bientôt terminée. Je voulais quand même savoir jusqu'où vous alliez aller. En tout cas, pour l'hiver, vous posez où et après, est-ce que vous avez une idée de la suite de votre voyage? Est-ce que vous allez passer encore un an en Bretagne? Je sais pas si c'est le mot qu'il faut utiliser, mais sur l'hiver, nous, la particularité qu'on a dans notre fonctionnement, mais ça nous est propre, hein, c'est pas forcément obligatoire, c'est que nous, on s'arrête en été et on s'arrête en hiver. En été, parce que il y a pas mal de circulation du fait de la région touristique, mais c'est un peu le cas partout en France. Il y a souvent des périodes assez chaudes et c'est compliqué de se déplacer pour pas faire souffrir les animaux. Et en plus, on a des activités estivales qui sont nettement plus faciles à gérer quand on s'arrête que quand on bouge tout le temps. Et en hiver, aussi pour des questions de temps d'ensoleillement et donc de temps de séchage des chevaux si on les fait travailler. Donc plus la journée est courte, moins on a de temps pour se déplacer. Et en fait, plus c'est difficile de sortir du lit à 8h du matin, aussi quand il fait froid et que la roulotte est à 3 degrés. Donc on a pris le pli de s'arrêter. Ça nous permet aussi de basculer au foin, de se mettre nous-mêmes en hivernage. C'est une période où du coup on a beaucoup moins d'activités et donc on peut se ressourcer. Et donc là on recherche dans le secteur où on est
Donc le secteur Saint-Hugues-du-Hal, Prisiac, voilà, Plouray. Dans ces eaux-là, on cherche des prés d'hivernage où on puisse stationner plusieurs semaines, voire jusqu'au fin mars, pour s'arrêter complètement, basculer les chevaux au foin et pouvoir gérer notamment la rentrée où moi je fais une formation pendant 6 mois en attelage. D'accord. À côté. Donc c'est plus simple de gérer ça quand on n'a pas aussi le convoi à gérer. Et après, pour l'avenir, on a quelques idées, mais c'est encore très flou. Donc, pour parler de durée sur le nomadisme, est-ce qu'on restera complètement sur le nomadisme toute l'année? Est-ce que ce sera du semi-sédentaire? Est-ce qu'on va inventer un fonctionnement qui puisse allier à la fois les attraits du nomadisme et les facilités de créer quelque chose en étant ancré sur un territoire, pour faire du réseau, pour se faire connaître et puis au final pour pouvoir quelque part arriver à en vivre un peu, quoi. Donc tout ça c'est des questions en suspens. En tout cas l'année prochaine on sera encore dans le même secteur, au moins jusqu'à la fin de l'été prochain. Donc s'il y en a qui veulent venir nous rencontrer en centre-Bretagne, à la limite de Côte d'Armor, Finistère et Morbihan, c'est avec plaisir qu'on les accueillera. Eh ben écoute, le message est passé. Je vous souhaite à tous les deux un bon hiver, une bonne route au printemps, et puis peut-être qu'on se retrouvera dans une prochaine émission. Avec plaisir, et puis c'est la mode, hein, portez-vous tous bien. Oui, c'est ça. Belle ère à vous. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. C'était vraiment un grand plaisir de vous avoir. À très bientôt. À bientôt. Belle ère à vous. Voilà, chers auditeurs, ce nouveau numéro de la Caravane Pass se termine. Merci d'avoir été à l'écoute de la web radio Allô la planète. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le récit de nouveaux animaux nomades. En attendant, vous pourrez réécouter cette émission samedi à 11h et lundi à 10h, puis en podcast sur le site de la radio. Très belle semaine à vous, à la semaine prochaine, bye bye.